Bonjour à tous et bienvenue au deuxième webinaire de l'OFAC qui portera sur la typologie. Donc, on va vous présenter un premier essai de typologie ainsi que la logique de construction derrière celle-ci. Ce webinaire sera présenté par Lucie Louvain et je me présente, je m'appelle Juliette Daligné et je vous présenterai l'ensemble des webinaires de l'OFAC. Ce deuxième webinaire s'inscrit dans une série de 5 webinaires qui se dérouleront entre avril et octobre 2019. Le premier webinaire portait sur les plateformes d'acquisition et a été donné le mois passé. Durant ce webinaire, je vais vous demander de nous envoyer dans le chat votre adresse email si vous souhaitez être contacté et tenu aux nouvelles concernant les webinaires. Et je vais vous demander de ne pas enclencher le micro durant toute la session. Donc, cette série de webinaires, elle s'inscrit dans le projet RIOFAC qui vise à renforcer et institutionnaliser l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale. Donc, les objectifs de RIOFAC, c'est de fournir des informations pertinentes, crédibles et régulières sur les forêts d'Afrique centrale au gouvernement et aux autres parties prenantes afin que ceux-ci puissent agir en connaissance de cause et assurer un développement économique endogène, durable et inclusif. Donc, pour fournir des informations pertinentes sur les forêts d'Afrique centrale, cela passe notamment par une cartographie de l'occupation du sol accentuée sur les types forestiers. Donc, on va, durant toute la série de webinaires, couvrir les différentes étapes de la chaîne de traitement présentée ici. Donc, lors du précédent webinaire, on a parlé de l'acquisition des données Sentinel-1 et Sentinel-2. Ensuite, on a abordé le pré-traitement de ces données. Une fois que ces données sont acquises et pré-traitées, on peut commencer à extraire des paramètres intéressants pour permettre une classification en utilisant des algorithmes. Une fois cette classification réalisée, une fois qu'on a des résultats, on procède à la validation qui passe notamment par la consultation d'experts nationaux. Et donc, en suivant cette série de webinaires, vous serez informé de toutes ces différentes étapes qui permettent, in fine, une cartographie de l'Afrique centrale. Durant le premier webinaire, on a abordé les satellites Sentinelle. Donc, pour la cartographie, on utilisera les satellites Sentinel-1 et Sentinel-2. Donc, ce sont deux satellites qui ont une résolution spatiale de 10 mètres. Mais le satellite Sentinel-1 est un satellite radar, tandis que le satellite Sentinel-2 est un satellite optique. Les satellites Sentinel-1 couvrent l'ensemble de la Terre tous les 6 jours et les satellites Sentinel-2 tous les 5 jours. Ces données sont gratuites et libres d'accès et l'objectif de cette nouvelle ère d'observation, c'est d'acquérir des données sur le long terme. Donc, une fois que ces satellites seront inutilisables, seront hors service, de nouveaux seront lancés dans l'espace afin d'assurer cette continuité. On a également abordé l'affichage des données, donc des données Sentinel-2. En fonction du sujet étudié, on peut faire de certaines compositions colorées pour faire ressortir le sujet qui nous intéresse. Donc ici, la composition RGB, c'est la composition que l'on voit à l'œil humain. Donc, la composition des bandes 4, 3 et 2. Si, par exemple, on combine les bandes 6, 12 et 8, alors on peut faire ressortir les types forestiers. Ensuite, on a abordé l'importance du pré-traitement et les filtres de bruit pour les satellites Sentinel-1. Donc, l'avantage du satellite Sentinel-1, c'est que c'est un satellite radar, donc il traverse la couverture nuageuse, et une couverture nuageuse qui est fortement présente en Afrique centrale. Le problème, c'est que les images Sentinel-1 sont beaucoup plus difficiles à interpréter dû à la présence de speckle, donc de bruit. Et il faut donc pré-traiter ces images pour atténuer ce bruit et appliquer des filtres pour également rendre les données plus interprétables, plus faciles à comprendre. Finalement, on a parlé des plateformes d'acquisition des images Sentinel-1 et Sentinel-2. Vous pouvez retrouver tous les avantages et les inconvénients de ces différentes plateformes sur la présentation
du précédent webinaire qui se trouve en ligne sur le site de l'OFAC. Et il y a également les liens pour accéder à ces différentes plateformes qui sont renseignées sur cette présentation. Pour aller maintenant dans le vif du sujet de ce deuxième webinaire, on va donc aborder la typologie et l'objectif final, c'est de faire une cartographie régionale décamétrique, donc à 10 mètres de résolution, pour cartographier l'occupation du sol et les types forestiers sur base de Sentinel-2 et Sentinel-1. Donc on s'est rendu compte qu'avec les satellites Sentinel-2, on pouvait distinguer les types forestiers avec une relativement grande précision. Pour ces typologies, on a différents objectifs. Donc on veut assurer une compatibilité et une comparaison avec les différents produits cartographiques existants qui cartographient le bassin du Congo. On veut réaliser cette typologie en collaboration avec des experts des 10 pays de la Comifac. On veut baser cette typologie sur les produits existants. Et afin d'assurer cette compatibilité avec les produits qui existent déjà, on va utiliser le système de classification de la FAO, donc le Land Cover Classification System, le LCCS. Donc c'est un système de classification qui se base sur l'aspect physionomique des différents types d'occupation du sol et qui décrit réellement ce que l'on voit sur base d'objets. Donc, il y a différents produits qui existent déjà dans le bassin du Congo, quelle que soit leur échelle, à l'échelle nationale, à l'échelle régionale. Ils ont chacun leur propre typologie. Et nous, ce qu'on veut dans le nouveau produit, c'est de pouvoir comparer le nouveau produit avec les produits existants. C'est pourquoi on va donc utiliser le système de classification LCCS. Donc ce système, il fonctionne en utilisant que des objets de la réalité comme élément de classification. Donc il va combiner ces différents objets, on va réaliser une carte objet, et après l'utilisateur pourra combiner ces objets selon son objectif final, ce qui permet ensuite de comparer différentes cartes, de comparer cette carte objet avec différentes cartes existantes. Initialement, la typologie intégrait une grande part de subjectivité. Donc, il y avait un saut conceptuel trop grand. C'était l'utilisateur qui définissait ce qu'il considérait comme une forêt, mais ce n'était pas basé sur des éléments physionomiques et des éléments individuels que l'on combinait, ce qui sera le cas maintenant. Donc, on va avoir des éléments objets que l'on va agrémentés de caractéristiques et qui pourront ainsi décrire l'ensemble des types d'occupation du sol, quelle que soit leur complexité. Donc voilà le type de classificateurs, comme on les appelle, donc les éléments que l'on va combiner, ce sont des classificateurs, et ils peuvent être de différents types. Donc on a des classificateurs objets, des classificateurs propriétés et des classificateurs caractéristiques. Donc les objets, ce sont des éléments abiotiques et des éléments biotiques. Donc, par exemple, pour les biotiques, ça peut être des arbres, des arbustes, de la végétation herbacée. Donc ça, c'est notre objet. Ensuite, on lui attribue une propriété. Donc par exemple, son type de feuilles. Est-ce qu'il a des feuilles aiguilles ou des feuilles larges? Et ensuite, on ajoute des caractéristiques du paysage. Donc par exemple, l'altitude. À quelle altitude se trouve ce type de forêt, lorsqu'on parle d'une forêt, par exemple. Et donc ainsi, on va faire des classes uniquement sur base de caractéristiques physionomiques. Il n'y a plus la subjectivité dans le système de classification LCCS qu'on avait avant et qui posait problème dans la comparaison des différents produits. Une fois qu'on a établi ces classificateurs, on va définir les classes génériques qui vont nous permettre d'établir notre typologie. Donc, on s'est basé sur les 7 classes génériques d'occupation du sol du GTOS, donc du Global Terrestrial Observing System. Donc, ces 7 classes génériques, c'est le couvert arboré, le couvert arbustif, le couvert herbacé, que nous, on a subdivisé, le sol nu, les zones bâties, la neige ou la glace, et l'eau libre.
On a également ajouté les végétations éparses. Donc nous, le couvert herbacé, on l'a divisé entre couvert herbacé cultivé et couvert herbacé naturel. Et ensuite, le couvert herbacé naturel, on a fait la distinction entre couvert herbacé de terre ferme et couvert herbacé inondé. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté ces classes et pourquoi on a subdivisé la classe couvert herbacé? C'est notamment pour s'aligner avec le Climate Change Initiative Land Cover, donc le CCI Land Cover, mais également parce que ça nous semblait essentiel dans la caractérisation du territoire en Afrique centrale et dans l'usage futur des utilisateurs. Et donc on se retrouve avec 10 classes génériques. Donc pour identifier ces différentes classes à l'échelle du pixel, voici les différents critères. Donc pour les zones bâties, pour les terres cultivées, pour la neige et ou la glace et pour les eaux libres, on applique le principe de majorité. Donc lorsque un élément de ce type d'occupation du sol couvre plus de 50% de la surface du pixel, alors c'est la classe correspondant à cet élément qui sera attribuée. Pour les couverts végétatifs, on se base sur le principe de dominance. Donc lorsque un couvert végétatif couvre plus de 15% de la surface du pixel et que ce couvert végétatif est dominant par rapport aux autres couverts végétatifs, alors c'est celui-là qui sera déterminé comme classe pour le pixel. Pour le couvert herbacé, on rajoute une strate haut pour permettre de faire la distinction entre pour faire la distinction entre le couvert herbacé de terre ferme et le couvert herbacé inondé. Lorsque la végétation au sein du pixel est inférieure à 15%, on identifiera le pixel comme végétation éparse, et lorsque la végétation couvrira moins de 4%, on classifiera le pixel comme sol nu. Le problème avec cette logique de construction, c'est qu'on manque d'un contexte spatial. Donc à 10 mètres de résolution, on est limité aux éléments du paysage qui sont inférieurs ou égaux à cette échelle d'observation. Donc ça ne permet pas de caractériser certains biomes importants, principalement en Afrique centrale, comme les forêts ou les savanes boisées. Donc on va vouloir contextualiser spatialement les pixels du couvert arboré pour pouvoir inclure ces classes forêts et pour pouvoir faire la distinction entre un couvert arboré en ville, en zone urbaine, ou un couvert arboré en zone forestière. Pour cette contextualisation, on va se baser sur le principe arbre hors forêt de la FAO. Donc on va à chaque fois étudier le pixel couvert arboré dans une surface de 0,5 hectare. Et en fonction de la densité de ce couvert arboré, on va faire la distinction entre le couvert arboré hors forêt, le couvert arboré en forêt, les plantations et les savanes boisées. Donc le couvert arboré hors forêt, il est ensuite classé selon son environnement, donc selon s'il se trouve en zone agricole, en zone bâtie, ou s'il se trouve hors zone bâtie et hors zone agricole. Et dans le cas des forêts, on fera la distinction entre forêt claire et forêt dense. Donc une forêt claire, elle aura une densité entre 30 et 60%. Une forêt dense, elle aura une densité supérieure à 60%. Les plantations, ce sera également un couvert arboré d'une densité de 60%, une densité supérieure à 60%. Mais dans ce cas-là, ce sera un couvert arboré aménagé. On se trouve ainsi avec 7 sous-niveaux dans la classe couvert arboré. Donc on a les forêts claires, les forêts denses, les plantations forestières, les savanes boisées, le couvert arboré en zone bâtie, le couvert arboré en zone agricole et le couvert arboré hors zone agricole et zone bâtie. On a ainsi 7 classes contextualisées. Et les classes forêts seront ensuite redivisées entre différents types forestiers plus distincts, en incluant des propriétés et caractéristiques supplémentaires selon toujours la logique LCCS, donc toujours sur base d'éléments physionomiques. Donc voilà les classes supplémentaires des forêts denses et des forêts claires. Donc dans les forêts denses, on ajoute 10 classes supplémentaires dans un 3e niveau. Dans les forêts claires, on ajoute 4 classes supplémentaires dans un 3e niveau.
Et donc, une forêt dense, elle doit avoir une densité supérieure à 60% en couvert arboré, excepté pour les forêts denses d'altitude, qui, dès qu'elles ont un couvert arboré supérieur à 40%, sont déjà classées comme forêts denses d'altitude. On arrive ainsi à la première version de la typologie. Donc, vous aurez accès à cette présentation et vous pourrez nous donner un retour sur ces différentes classes, sur la description de ces différentes classes. S'il y a quelque chose qui vous interpelle, que vous trouvez peu cohérent par rapport à ce que vous connaissez sur le terrain, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Et donc voilà, on a maintenant 14 types forestiers de type dense ou clair. Et donc ces différents types forestiers se basent sur des aspects physionomiques tels que la densité du couvert, la présence ou non d'une strate eau, les types de classes de strates sous-jacentes si elles existent, donc par exemple les couverts herbacés et les couverts arbustifs, quelles sont leurs densités, quelle est la hauteur des arbres ou encore par exemple quelle est la longévité des feuilles. Donc c'est cela qui va nous permettre de distinguer les 14 types forestiers. Donc, si vous avez une quelconque expérience dans le domaine de la cartographie et de la typologie, n'hésitez pas à nous donner des retours sur cette première version de la typologie. Si vous avez des cartes de référence, quelle que soit leur échelle, à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, ça nous sera super utile. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer toute contribution à l'adresse email ici, donc juliette.dalimier@uclouvain.be. Et alors, si vous avez des questions sur cette typologie, n'hésitez pas non plus à nous le faire savoir à cette même adresse et nous vous répondrons avec grand plaisir. Le prochain webinaire se tiendra le jeudi 25 juillet 2019 à 14h, heure de Yaoundé et Kinshasa, et il portera sur les méthodes et les outils de collecte de données et d'échantillonnage. Et donc, je vous fais un dernier rappel. Donc, pour toute contribution, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, à nous envoyer à l'adresse mail juliette.dalimier@uclouvain.be. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et on se retrouve le 25 juillet, pardon.